Pendant la Révolution française, l'organisation du pouvoir a été très instable. On a commencé avec la fin du roi absolu en 1789, on est passé à la monarchie constitutionnelle en 1791, à la dictature de la Convention en 1793, et puis en 1795, on a cru être sorti des hésitations en faisant adopter la constitution du Directoire. Pourquoi le Directoire ? Eh bien parce que l'exécutif était composé de 5 directeurs. Mais cette constitution avait été voulue trop rigide, c'est-à-dire que les pouvoirs, le législatif et l'exécutif, ne collaboraient pas entre eux et n'avaient aucun moyen de pression de l'un sur l'autre. Par exemple, en régime parlementaire, le Parlement peut renverser le gouvernement et en représailles, le gouvernement peut dissoudre une des chambres du Parlement. Ça n'était pas le cas sous le Directoire, ce qui fait qu'on a assisté à des blocages de fonctionnement de l'État, dont tout le monde se lamentait, mais au sujet desquels personne n'avait vraiment de solution. Sauf peut-être Emmanuel Sieyès. Emmanuel Sieyès est un personnage considérable de la Révolution, c'est lui qui a écrit en 1789 ce fameux livre « Qu'est-ce que le tiers-État ? Rien, que veut-il devenir ? Tout ». Emmanuel Sieyès avait traversé la Révolution en se faisant un petit peu oublier, mais il était considéré par les révolutionnaires comme l'homme qui saurait réformer la Constitution. Le problème, c'est que la Constitution du Directoire prévoyait une formule de révision, c'est-à-dire pour la changer, qui était très très compliquée, et si on additionnait les différentes étapes, il faudrait 10 ans pour la réviser. C'est pourquoi Sieyès imagina une sorte de coup d'État qui forcerait les 2 chambres du Directoire, le Conseil des Anciens et le Conseil des 500, il forcerait ces 2 chambres du Directoire à modifier la Constitution. Pour cela, il envisageait bien sûr de faire pression sur elles, et pour faire pression sur les chambres, il avait besoin d'un général pour commander la garnison de Paris. Et puis, soudain, on a appris, au début du mois d'octobre 1799, qu'avait débarqué sur les côtes de Provence le général Bonaparte qui rentrait d'Égypte. Le coup d'État eut lieu les 18 et 19 Brumaire de l'an 8, 9 et 10 novembre 1799. On partait du principe que les chambres accepteraient de se saborder et nommeraient un gouvernement provisoire chargé de repartir à zéro et de rédiger une nouvelle constitution. Malgré cet appareil de force, on rencontra dans le Conseil des 500 une opposition telle qu'il s'en fallut de peu qu'elle ne fit tout échouer. Lorsqu'arrive l'année 1800, Bonaparte est le seul maître de la France. Il a 30 ans. Les réformes qu'il lance dans tous les domaines, juridiques, politiques, économiques, sont d'une ampleur impressionnante. La France va complètement se réorganiser en 2 ans. Quand il prend le pouvoir en France, il arrive avec une idée complète de ce que doit être un pays moderne. Rédigé pendant le Consulat, le Code civil est l'élément essentiel de la politique d'ordre et de sécurité que le premier consul veut établir. Le matin du 14 juin, voici les Français face aux Autrichiens, à Marengo, à moins de 100 km de Milan. Les combats sont violents. Les Français déplorent plus de 6000 tués et blessés, mais les pertes autrichiennes sont du double. La France a gagné au point. Mon pouvoir dépend de ma gloire, et ma gloire repose sur mes victoires. Bonaparte cité par Roederer. Dans les mois qui suivent, l'Autriche, puis l'Angleterre acceptent de négocier la paix. Ça fait 6 mois seulement que Bonaparte est au pouvoir. Et il y a toujours des gens en France qui ont vu passer beaucoup de régimes politiques qui duraient 1 an et qui se disent que pour l'instant Bonaparte, ça peut être quelque chose de très court. Après Marengo, ce n'est plus tout à fait la même chose. Bonaparte devient vraiment, dans l'opinion publique et aussi dans l'opinion de la classe dirigeante, quelqu'un qui va durer. Avec son pouvoir de premier consul, il semble avoir entre les mains l'autorité suprême. Oui, il a tout, sauf quelque chose d'important, la pérennité, la durée. S'il meurt, tout ce qu'il a fait tombe.
veut donc assurer cette pérennité de son œuvre. Dans la matinée du 2 décembre 1804, un imposant cortège se dirige vers Notre-Dame. Un senatus consulte a soumis au vote de la nation, qui l'a massivement approuvé, la proposition suivante. Le gouvernement de la République est confié à un empereur. Napoléon est empereur héréditaire des Français. Malgré le froid, des milliers de spectateurs enthousiastes se sont massés sur le passage du cortège et devant la cathédrale. Bonaparte tient à ce que son couronnement soit consacré par l'Église. Pour cela, pas de meilleur moyen que la présence du pape. Le pape, qui lui donne en quelque sorte le sacrement. C'est Dieu qui indique que désormais, les transformations de 89 demeureront à jamais établies. 10 ans plus tôt à peine, les Français ont guillotiné leur roi. Les voilà qui couronnent un empereur. Prenant sa couronne des mains du pape, il la place sur sa tête. Puis, se tournant vers Joséphine, il la couronne impératrice.